Bonjour et bienvenue sur CLTV pour C'est le sport, l'émission du service des sports de Charente Libre. Avec moi aujourd'hui Thierry Châtelier et Vincent Naël, journalistes au service des sports. Bonjour messieurs. Bonjour Kevin. Bonjour Kevin. Et également notre invité Stéphane Charles, coureur tout-terrain, du cross, du trail, de la piste, plus trop maintenant. Plus trop, non. Mais il y a quelques années. Oui, il y a quelques années, ouais. En tout cas, on va parler de course à pied aujourd'hui. C'est l'objet de notre première partie, l'interview. L'interview de Stéphane Charles, puisque l'actualité course à pied est remplie ce week-end avec les championnats de France de cross, mais aussi le trail angoumoisin ce week-end à Angoulême. Oui, le trail urbain qui a lieu donc dimanche matin sur l'esplanade de Magélis. Il y aura 4 distances, le 7, le 13, le 18 et le 42. Ce jeudi matin, on est à peu près à 500 inscrits, ce qui est pas mal. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les organisateurs. Est-ce que vous allez y participer ? Non, cette année, je n'y participerai pas. Je serai en tant que spectateur au championnat de France de cross, mais j'ai plein de copains qui seront sur la ligne de départ sur plusieurs distances. Ouais. Et ce succès-là du trail urbain, comment vous l'expliquez ? C'est très simple. Déjà, c'est un trail. Aujourd'hui, la course nature, on va dire, prend de l'essor depuis de nombreuses années. Le parcours en lui-même, tracé par l'organisation, est magnifique. L'organisation est aussi très performante dans l'organisation. Donc la réussite du trail urbain tient vraiment du profil du parcours, le fait de mélanger le côté urbain à une course nature, où Angoulême se prête vraiment pour ces parcours-là. Donc il y a du dénivelé, il y a de la nature, puisque on sort du centre-ville, on est tout de suite dans des terrains un petit peu trail, donc ça c'est plutôt agréable. Et puis le parcours du centre-ville avec ses escaliers à n'en plus finir, ses passages aussi dans des endroits un peu... On va en parler tout à l'heure. Okay. Le trail, c'est aussi l'occasion de se retrouver entre copains pour passer un bon moment. Avec la bande de Stadium, vous n'êtes pas les derniers pour mettre l'ambiance. Vous avez fait fort à Moulinders l'année dernière avec de sublimes déguisements. Hein. Donc c'est aussi ça l'esprit du trail. J'avais dit que je voulais avoir les questions avant l'interview. On va pouvoir voir la photo d'ailleurs. Alors ça, c'est le trail urbain d'Angoulême, effectivement, où il y a aussi des déguisements. Ah, oui. Ouais. Mais à Moulinders, toutes les années... c'est un peu notre marque de fabrique. On aime bien mélanger le sport et la convivialité. On est effectivement à Moulinders habitué à se déguiser sur un thème. Et effectivement, l'année dernière, on avait pris avec Bertrand le choix de faire le Stadium Circus. Et notre entourage s'était vraiment prêté au jeu de notre délire. Et donc, du coup, on avait trouvé plein de déguisements dans ce thème-là. Donc, c'était vraiment excellent. Et là, vous étiez en orang-outan, c'est ça ? Moi, je suis à droite, ouais. Je suis vraiment le clown, le singe de cirque. Voilà. Donc, pas très méchant, hein, vraiment sympa, qui grimpe aux arbres et qui se défend comme il peut avec sa belle tenue. On va reparler du trail urbain angoumoisin. Lundi, j'ai été tester une des difficultés du parcours avec Thomas Mounier d'Ami Event, l'organisateur. Il m'a emmené escalader les marches des caves Charlemagne. On regarde ça en vidéo. Ouais. Alors avec Thomas Mounier, responsable d'Ami Event, l'organisateur du trail urbain d'Angoulême, on va tester une des difficultés du parcours, c'est l'escalier Charlemagne entre la rue de la Tour-Gagné et les caves Charlemagne. C'est commun à tout le parcours ou quoi ? Cet escalier, non, le 7 km ne passera pas ici puisque c'est un peu trop écarté du point de départ arrivé à l'esplanade Magélis. Mais ça reste quand même un passage incontournable du trail urbain depuis moultes années. Alors, on va le tester. Alors, il y a 68 marches au programme. C'est parti. Thomas, c'était une des grosses difficultés du parcours. Est-ce qu'il y en a d'autres de marquantes ? Il y en a quelques-unes qui vont piquer un petit peu les cuissous. Le jardin vert qui permet... même pas 1 kilomètre, de grimper sur le plateau. Dès le départ ? Dès le départ, ouais, histoire de. Même si cette année, il y a quand même une évolution sur le 18 et le 42. On va se promener du côté de Fresneuil un petit peu, histoire de pas taper dans le dur direct. Après, il y a une belle côte aussi qu'on a l'habitude de prendre qui nous amène de la Grand Fond à la prison.
À la limite, on pourrait toucher la route avec les mains en montant. Forcément aussi les escaliers qui nous permettent de monter jusqu'au marché des Halles. Combien de dénivelé positif sur les parcours? Sur le 42 km, on sera à plus de 700 mètres. Et ensuite, au fur et à mesure, on descend les distances. Donc on descend les dénivelés et on sera à 300, 400, ça dépendra des distances. Voilà. Alors Stéphane, vous courez souvent pour le plaisir, on l'a vu au Trail de Moulidar, parfois pour la perf aussi. L'année dernière, vous avez fait deuxième de 19 km du trail urbain, main dans la main avec Aymeric Fidel d'ailleurs. Est-ce que c'est un trail qui est si difficile que ça quand on joue vraiment pour le chrono, pour la perf? Alors moi, aujourd'hui, je considère le trail, c'est pas une question de chrono. C'est une question soit de place pour ceux qui veulent gagner ou être faire un podium catégorie ou être le plus proche des premiers. Mais pour moi, le trail ne s'associe pas à la notion de chrono. Maintenant, effectivement, si on compare sur un profil équivalent, on peut comparer le chrono sur un même parcours à l'identique. Mais un trail de 18 km avec 500 mètres de dénivelé et un trail avec 250, on ne peut pas comparer. Maintenant, il y a énormément de plaisir sur ces genres de courses parce qu'on découvre. C'est vraiment le trail, c'est la découverte soit de la nature, soit des endroits un peu typiques que nous propose Angoulême. Mais c'est vraiment plus la découverte de la nature globalement, ce que recherchent les gens. Ouais. Et le trail urbain, c'est aussi l'occasion de découvrir des lieux d'Angoulême différemment. Et Thomas Mounier nous a présenté ça en vidéo. On regarde ça. Nous voilà aux caves Charlemagne qui sont visitées par les coureurs depuis la 2e édition. Est-ce qu'il y a d'autres lieux cette année, des nouveautés? Oui, on a des nouveautés, bien sûr. Tous les ans, on essaie de faire évoluer les parcours et le trail urbain grandit et les gens ont de plus en plus envie de nous ouvrir leurs portes. Donc du coup, cette année, on a le musée d'Angoulême qui nous ouvre ses portes. Tous les participants vont pouvoir visiter le musée en courant. Le musée du papier également. Le golf nous ouvre ses portes aussi, principalement sur le 42 km. Le musée de la bande dessinée, comme d'habitude, ça c'est les habituels. Un musée de la bande dessinée, Stade Chanzy, Hôtel de Ville. Donc pas mal de lieux à découvrir pour les coureurs, pour voir la ville différemment. Donc à dimanche. À dimanche, bien sûr. Stéphane, vous avez un lieu favori sur ce trail urbain? Je dirais qu'il est vraiment intéressant. Moi, j'aime tout. Petit plus j'aime beaucoup deux choses, le musée de la BD et puis Chanzy, avec quelques années, on avait des passages de singes. Donc ça, c'était vraiment agréable. Si tu faisais le passage de singe, tu avais le droit à une petite bière, un petit coupon pour avoir une petite bière à l'arrivée. Je trouvais l'idée sympa. Globalement, la cave Charlemagne, j'aime bien tout. Attention au musée de la BD parce que c'est un petit labyrinthe à la fin. Ouais. Et quand on s'attend à passer la ligne, en fait, il reste... Oui, il reste un petit peu, mais après, c'est aussi de profiter un petit peu de rentrer dans le musée et de regarder vite fait. Alors on l'a dit, le trail se maintient, il y a à peu près 500 participants cette année, il y en aura peut-être plus. Malgré tout, il y a une baisse plutôt du nombre des participants sur les autres trails en général. Est-ce que vous, à Stadium, c'est un constat que vous faites, vous constatez cette désaffection de la pratique? On l'a constaté ces 2 dernières années, forcément. Nous, notre activité, elle n'a pas forcément subi de baisse, mais je dirais que le renouvellement de coureurs. Aujourd'hui, il y a des gens avec le Covid ont arrêté de courir ou se sont mis à faire d'autres distances plus longues et ailleurs qu'en Charente, dans les montagnes. Ce renouvellement-là, il prend un petit peu de temps. Là, on est en train de s'apercevoir que là, sur le début de l'année, avec les nocturnes qu'on vient de passer, le trail urbain qui refait un peu le plein. Donc on a cette sensation que ça redémarre un petit peu, qu'il y a moins de pertes entre guillemets. Donc on espère vraiment, on le voit aussi à travers les foulées, c'est pas que les trails, mais on voit aussi que les foulées sont en légère augmentation, même plutôt intéressante. Donc on espère vivre 2023 avec un renouvellement de coureurs, des gens qui seront aussi fidèles à nos organisations, parce que c'est quand même important de les soutenir. Faire des trails en montagne, c'est super. Moi, je critique pas du tout, bien au contraire. Mais c'est aussi d'avoir un soutien pour ces organisations qui se démènent pendant plus d'1 an pour nous faire quelque chose de plutôt intéressant sur les parcours et sur les courses.
Alors l'autre événement du week-end, c'est les championnats de France de cross-country à Carhaix, donc vous y serez en tant que spectateur. Il y a une belle génération là qui arrive en Charente. On voit en photo derrière vous Melgo Culeraire Roman qui a été champion de Nouvelle-Aquitaine en mini, mais c'est pas le seul. Il y a vraiment une nouvelle génération qui arrive alors que vous avez longtemps tenu un peu à bout de bras le trail avec Jean-Christophe Bertonneau, Thierry Guibaud, Cédric Tournamien. Oui, Jean-Christophe court encore, Cédric et Thierry seront aussi présents à Carhaix. Oui, il y a une belle génération, aussi bien à Angoulême avec les jeunes comme Melgo, comme le petit Gabin également, puis surtout les jeunes juniors qu'on a en ce moment avec Enzo et Lucas, qui sont des coureurs en devenir, mais vraiment d'un très bon niveau. Ça tient aussi avec l'encadrement, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Clément Anglada, qui est arrivé au club il y a quelques années, a réussi à structurer le demi-fond. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas effectivement quelqu'un d'aussi impactant dans le développement du demi-fond en Charente. Donc le club peut effectivement nourrir de belles ambitions sur l'avenir. On a, je pense aussi au petit cadet Maxence qui progresse énormément. Donc on a une belle génération et tout ça, on va dire que c'est si vous avez un entraîneur compétent et performant, les jeunes vont aussi se comparer par rapport à cette personne-là et avoir envie de progresser. Donc on voit vraiment une génération aujourd'hui qui se développe au sein du Grand Angoulême Athlétisme. Et le cross peut repartir parce qu'on sait qu'il y a aussi une désaffection pour cette discipline. Alors le cross aujourd'hui, une désaffection, oui et non. En Nouvelle-Aquitaine, un petit peu, en France un peu, mais maintenant on a des régions comme la Bretagne où auront lieu les championnats de France. Ça n'a jamais perdu son sens. L'essence du cross, c'est l'essence de la combativité, de la performance. Oui, cette notion aujourd'hui, on l'a un peu perdue ces dernières années. Ça commence à retrouver un peu ses lettres de noblesse, à savoir que aujourd'hui on voit que le cross est hyper important pour structurer une progression. Peu importe que vous fassiez du trail, de la piste ou de la course sur route, le cross pour moi reste très important dans le travail qualité de l'hiver. Oui, tout à fait. Ouais. Allez, on va terminer cette interview avec notre rendez-vous humour et culture avec Vincent Naël. Place au jeu. Ah oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Tout de suite avec Stéphane Charles. Avec Stéphane Charles, on part tout de suite, attention, sur une question athlétisme. Ah oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et l'indice s'affiche chez vous. Top! J'ai eu 2 médailles aux Jeux Olympiques. Ah oui. J'ai battu un record du monde à l'époque où il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Record à Donetsk. Ah oui. Mais finalement, je ne suis plus le plus grand du mundo. Je suis Duplantis. Ah non, je ne suis pas le plus grand du mundo. Ah ça c'est non. Donetsk. Je ne suis plus le plus grand du mundo. Je ne suis plus. Je suis né à Barbezieux. Perchiste. La Vidélie. Ah oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Presque bon. Ça c'est presque bon. C'est presque bon. Voilà. À Charente-Libre, on est sympa, ça c'est bon. C'est bon, c'est validé. Ensuite, deuxième question, toujours, sans surprise, athlétisme. Ah oui, Kevin. Oui. Attention. L'indice, chez vous. Top. J'ai préparé ma saison sous le soleil, non pas des tropiques, mais de la Floride. Ça c'est bon. Ça c'est bon. J'ai décidé de faire l'impasse sur ma saison en salle. Petite impasse. J'ai remporté trophée de sportif charentaise de l'année. Sorna. Oh oui. Oh là là. Sorna Lacoste. Oh oui, ça c'est très très bon. Stéphane Charles est en feu. Hein. Stéphane Charles en feu. Vous perdez vos vêtements chez vous, calmez-vous. Il y a des enfants, calmez-vous. Avec ensuite, là on revient sur vos terrains. L'indice chez vous, encore une fois. Avec, attention, top. Deux nationalités espagnoles. Je m'amuse à grimper l'Everest. L'Everest, je ridiculise mes adversaires à la diagonale des fous. En août dernier, je remporte 4e fois. Kylian. Oh, Kylian Jornet, ah oui, oh là là. Inarrêtable, Stéphane Charles. Je pensais à Frédéric Berg, mais c'était pas ça. Le pauvre. Et enfin, la dernière question pour le sans faute ou plus ou moins. Plus ou moins le sans faute. Attention, encore une fois, un indice en bas de votre écran. Attention. Top. 2 nationalités jamaïcaines. Spécialiste des épreuves de sprint. Ah oui, ça c'est bon. Bob Marley. Bon. Non, Usain Bolt. Pardon. Je totalise 8 médailles olympiques et 10 titres mondiaux. Une femme. Ah, une femme. Première athlète. Oh là là. C'était limite. Ah, ça c'est non.
Je suis la première athlète jamaïcaine à gagner le titre olympique du 100 mètres. Le 100 mètres, ah oui, en 2018, les JO de Pékin. Attends. Ça coince, attention. Hein. C'est Thompson. C'est pas que du facile, c'est pas que du facile chez nous. à Fraser Charenton. Price. Oh là 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 là, quel talent, quel talent. Oh oui, oh ça c'est oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Oh là, avec il nous a fait le 4 à la suite, le 4 à la suite. Stéphane Charles, c'est pas un Charlot. Attention, attention. Ça c'est bon, ça c'est bon. Question pour un Charentais et on vous fait gagner, eh ben rien du tout. Voilà. Parce qu'à Charente On va Libre, gagner un dictionnaire ou... on n'a pas forcément les moyens. On n'a pas forcément les moyens à Charente Libre. On verra pour la prochaine fois. Lancement récent, voilà, on fera une petite photo avec rien, on mimera. Magnifique. Bon, merci Stéphane. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Merci Mais à pour vous. l'heure, on va accueillir plutôt Fabrice Landreau, notre chroniqueur rugby, pour parler du tournoi des 6 nations. C'est la deuxième partie à l'événement. L'événement, c'est le tournoi des 6 nations avec le match Angleterre-France samedi à 17h45. On accueille Fabrice Landreau, notre consultant. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors vous étiez resté sur un sentiment mitigé après la victoire du 15 de France sur l'Écosse. Une victoire bonifiée avec cet essai de Ficou qu'on va voir en vidéo. Avec 2 semaines de recul, quels sont les points d'interrogation à lever ? D'interrogation, toujours pareil, c'est la maîtrise du jeu. Surtout, est-ce que l'équipe de France va enfin pouvoir mettre sa signature face aux Anglais ? Voilà, c'est juste ce qu'il faut chercher à améliorer. Après, contre l'Écosse, l'équipe a fait preuve de solidarité, est allée chercher ce bonus offensif. Donc c'est quand même un bon résultat, mais on est toujours en attente vraiment de signes plus encourageants au niveau du jeu. Alors justement, au niveau des individualités, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus en dedans et est-ce que d'autres, au contraire, ont marqué des points ? Ah oui, celui qui a marqué des points, qui vraiment est au-dessus du lot, c'est Flamand, le Toulousain, qui vraiment est fantastique par rapport à ses stats et sa présence sur le terrain, il est vraiment exceptionnel. Ensuite, on s'aperçoit effectivement qu'il y a l'ossature, la colonne vertébrale de l'équipe de France qui est un peu fatiguée et moussée. On parle bien sûr d'Aldrit, le retour de Willem C après blessure. Et on ne parle pas d'Antoine Dupont ou Tamac, c'est un petit peu difficile. Voilà. Mais pour le moment, c'est un peu logique aussi. Hein. C'est une saison, ils enchaînent les saisons. Cette année, c'est un petit peu compliqué. Voilà, il faut simplement qu'ils retrouvent un petit peu de... Il ne faut pas s'alarmer par rapport à ça. Ils seront prêts pour la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que pour ce tournoi-là, ils sont dans le dur. Il n'y a plus de possibilité du coup de grand chelem, mais après la victoire dans le tournoi, ça reste un bel objectif quand même. Ah bah oui, surtout que là, si l'équipe de France l'emporte et que l'Irlande vient s'incliner en Écosse, je pense qu'on reprend également, on peut gagner le tournoi sans problème, mais aussi on gagne au niveau rang mondial. Donc voilà, c'est important, ce match-là, il est important, puis c'est quand même un symbole de jouer, défier les Anglais chez eux. Alors ces Anglais, justement, ils viennent de s'imposer au Pays de Galles 20-10, mais ils donnent un peu l'impression de se chercher. On va voir cet essai là, de Rhys Zamit en début de seconde mi-temps qui a permis au Pays de Galles de passer devant. Finalement, ils s'en sont sortis, mais qu'est-ce qu'on pense ? Stewart est impeccable à la réception. Les Anglais peuvent enchaîner avec Jamie Jones. Donc on était sur un jeu beaucoup plus élaboré avec Eddie Jones. Là, avec Jan Borswick, vous l'avez vu, on revient à un jeu beaucoup plus direct avec des avants très puissants. Comme l'équipe d'Angleterre, en fait, c'était un petit peu sa signature aussi. Donc voilà, on revient à ça. Maintenant, il faut que les automatismes se prennent. Il leur manque quelques jours importants aussi, honnêtement, pour pouvoir bien performer. Mais en tout cas, ça va être pour nous un vrai test à Twickenham. Vous avez joué justement à Twickenham. Qu'est-ce que ça a de particulier ? À Twickenham, c'est un sanctuaire. Je veux dire, on se motive pour London Road, on se motive pour la Viva Stadium, on se motive pour Cardiff, le Millennium, on se motive pour Murrayfield. Mais honnêtement, c'est le plus beau stade qui existe sur notre planète. C'est un temple, c'est un sanctuaire. Donc quand on va là-bas, c'est pour aller chercher quelque chose, aller chercher son Graal. Alors vous pensez bien que la dernière victoire de l'équipe de France remonte à 2005. Ce serait un exploit de l'emporter. Et puis ça reste gravé comme une victoire face aux All Blacks. C'est pareil, ça c'est indélébile. On ressent quelque chose de particulier dans les vestiaires, aux alentours du stade ? Oui, c'est surtout cette atmosphère générale. D'abord, on voit bien que ce sont les Anglais qui ont inventé ce sport et qui ont inventé ce jeu. Il y a tout un cérémonial. Je veux dire, on joue à Twickenham depuis 1909.
Donc juste avant la rencontre, vous avez un pique-nique géant sur les parkings, c'est très bon enfant. Voilà, on prépare le match, on savoure le match avant déjà de rentrer à Twickenham. Et puis après, il y a cette enceinte formidable qui a été finalisée finalement par ce stade carré qui est monstrueux avec un écho formidable. Et puis il y a tout ce cérémonial avant de rentrer qui en fait que c'est un moment privilégié dans sa carrière de pouvoir y assister. Et puis cette rivalité franco-anglaise qui dépasse le cadre du sport. Ouais, c'est vrai que fini les champs de bataille, on s'est retrouvés sur les carrés verts et sur les prés verts à travers ce sport-là. Mais c'est vrai on dit toujours que c'est eux qui ont codifié ce sport, donc ils sont toujours un petit temps d'avance. Et puis voilà, c'était toujours, vous savez bien, la fameuse phrase de Will Curling, "Thank you, good game". Donc voilà, ça fait partie aussi de leur fair play typiquement anglais pour se moquer de nous, les Froggies. Ok, merci Fabrice, on espère que ça va bien se passer pour le 15 de France, donc samedi 17h45 en Angleterre. On va retrouver Stéphane Charles pour la partie suivante, c'est l'équipe du week-end. Allez, l'équipe du week-end avec Stéphane Charles qui est revenu parmi nous. Et Thierry, qu'est-ce qu'on a en magasin cette semaine? Alors on a un 3-5-2 cette semaine. Et alors voilà, ça doit s'afficher à l'écran. Voilà. Dans les performances à souligner, on peut souligner donc celle de Jean-Christophe Baudelic avec Ruel qui a été double buteur et qui face à Nersac, oui. Avec une victoire 5-2 contre une faible équipe de Nersac, dans laquelle figure justement un certain Kevin Cabioche. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Kevin? Un match sans. Bon, alors c'est aussi la première apparition d'Anthony Billac, le défenseur de Roulet, qui a tenu tête au leader Champnier. Ça, c'était en première division. Au classement général, le milieu de Montbron, Guillaume Licoine, qui figure aussi dans l'équipe, décroche une 7e étoile et redevient leader devant Mohamed Kanté, lui qui en compte 6 désormais. Ok, merci Thierry. Et peut-être que dans quelques années, le petit Axel Charles sera dans cette équipe. Il paraît qu'il a un bon niveau à la CFC. Il paraît. Bon, ouais, il progresse, c'est l'essentiel et il prend du plaisir. Ok, ça marche. Allez, on passe à notre partie suivante, l'instant rematch. L'instant rematch avec une action lors du match La Couronne-Moutier en D1. On va voir le but avec une victoire de Moutier 7-1. Un superbe but de Maxime Favre, l'attaquant de Moutier. On était déjà en fin de match et il a réussi ce but magnifique qu'on va pouvoir voir en vidéo face au gardien du Coq, Bastien Normandin. Alors avec la traditionnelle palette dont on me parle beaucoup depuis la semaine dernière. La palette à kéké. La palette à kéké, tout à fait. On va voir ce but au ralenti. Julien, si tu peux nous lancer le but. Et là, on va un top où on voit le bel appel de Favre, l'attaquant de Moutier, qui coupe sa course pour ne pas être hors jeu. Et on peut relancer. Il était couvert à gauche quand même. Il était couvert, mais c'est vrai qu'il y avait déjà 5 ou 6 seins, je crois, pour Moutier. On peut relancer, Julien, la suite de l'action. Et après, le petit coup d'œil de l'attaquant, il a vu que le gardien, qui était un peu sorti de manière... Cavalière, voilà, tout à fait. Et le petit lob, donc c'est magnifique. Un joli but de Maxime Favre, et ça a été filmé par sa maman, Florence Favre, qui remporte un chèque de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Où ça? Stadium La Couronne. Où ça? Non, c'est une opération qui marche bien, en tout cas. Vous êtes content d'y être associé? Oui, très content, puisque on n'est pas forcément un magasin qui distribue des chaussures ou des produits liés au football. Maintenant, l'endurance, la course à pied fait partie de la base de tous les sports. Donc, effectivement, ça nous permet de créer des nouveaux liens avec des nouvelles personnes qui ne connaissent pas forcément le magasin, qui ne seraient pas venues forcément au magasin. Donc, on est très satisfait. Voilà, puis on n'a plus d'excuses au mois d'août, on n'a pas de basket. Pour la prépa,
C'est Stadium. Ok. Allez, on passe à notre dernière partie, c'est l'agenda. Allez, l'agenda, on commence, Vincent. Oui, avec... Par le rugby. Par le rugby. On commence par le rugby directement avec alors samedi à 20h, donc l'UBJ qui reçoit Bagnères. L'UBJ 10e qui reste sur une défaite à Salles qui tentera de se relancer lors de la réception de Bagnères dimanche à 20h. Mais ce ne sera pas chose aisée face à des Bagnerais qui restent sur 5 matchs d'invincibilité. Voilà. Ensuite, dimanche, toujours en rugby, nous aurons hier Carqueiranne UCS. Donc assistera-t-on à la 21e défaite de l'UCS en autant de matchs de national dimanche à 15h à hier? Et bien comme chaque week-end, il n'y a absolument aucun suspense. Voilà. Les Varois... On sait jamais quand même. Ouais, bon, c'est très très mal parti. Les Varois 12e et qui sentent désormais le souffle de Rennes. Rennes, la Bretagne, voilà, BZH représente. Dans leur nuque, au sein de cette course au maintien, les Varois sont intraitables à domicile, où ils restent notamment sur une victoire 40-0 contre le 5e Bourg-en-Bresse. À 15h, toujours en rugby, nous aurons, donc la même heure, nous aurons le déplacement du SA15 chez les Espoirs à Montpellier, donc à 15h aussi. Donc les Espoirs du SA15 10e qui jouent donc à Montpellier 8e. Et il ferait bien gagner, parce que ça commence quelque peu à être tendu du slip pour eux là. Pour le maintien. Pour le maintien. Après leur défaite à Vannes le week-end dernier, ils ont vu les Bretons, encore des Bretons, leur passer devant et ils sont désormais derniers. Et dimanche, on a aussi du vélo avec le Tour des 4B. Voilà, le Tour des 4B qui revient pour sa 4e édition. Déjà la 4e édition du Tour des 4B, Sud-Charente. Donc voilà, avec au programme un départ de Brossac à 13h pour une arrivée dans la même commune au bout de 151 km de course. 15 communes seront traversées par une centaine de coureurs de D1 et on a une vidéo de Benjamin Didou. Benjamin Didou, l'organisateur qu'on écoute. Le Tour des 4B donc s'élancera ce dimanche pour sa 4e édition à Brossac à 13h pour un parcours de 151 km, traversera 25 communes du Sud-Charente pour une arrivée également à Brossac où un public est attendu nombreux pour voir un très beau vainqueur avec notamment une dizaine d'équipes engagées et des très fortes équipes comme Vendée par exemple ou l'équipe locale du Océane Top 16. Alors on a commencé par le dimanche, mais on va remonter le temps parce qu'il y aura aussi du sport samedi, Thierry, avec pas mal de handball notamment et du foot. Ouais, du foot d'abord, puisque ce sera 13h45 samedi. Les filles de Soyaux reçoivent Dijon. Les filles de Soyaux sont dernières et ont déjà un pied en D2 et reçoivent le premier non relégable Dijon, mais qui est déjà à 6 points. Et ce sera aussi l'occasion des retrouvailles entre Soyaux et Sébastien Joseph, son ancien entraîneur qui entraîne Dijon désormais. En hand, donc l'ETEC est deuxième de N2 et un peu décroché dans la course à la montée. Il doit s'imposer face à Saint-Nazaire chez lui. S'il veut rester un peu s'il veut continuer de rêver à la Nationale 1. Et la Nationale 1, les filles de l'Aljo, elles, qui sont dernières, vont la quitter, c'est sûr, en fin de saison. Avant ça, elles reçoivent La Roche-sur-Yon le 10e. Quant à l'ACH, qui est dans la même poule, elle va essayer de défendre sa 5e place, aussi à domicile. Et ce sera contre Bruguière le 8e. Donc voilà, ça semble possible. Voilà, donc beaucoup de sport ce week-end en Charente. Stéphane, merci d'être venu parmi nous. Merci de m'avoir invité en tout cas. Puis bon week-end en Bretagne, il faut prévoir les bottes, soleil, bottes, le ciré. Il va faire beau en Bretagne. Bon, voilà, on va y aller en short alors. En tout cas, merci d'être venu, merci Thierry, merci Vincent, merci Julien Lepers. Merci Stéphane. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de C'est le sport. Au revoir.